Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ça se serait passé à New York, ça se serait passé à Madrid, ça se serait passé à Rome, Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas eu le même communiqué. Sans si, sans car, sans mais, sans bémol, c'est inacceptable. Tout le monde se fout des Palestiniens dans le monde arabe, j'en pleurerais presque. Tout le monde s'en fout. Dans le monde, de manière générale. Personne ne lève le petit doigt pour ces Palestiniens. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Le Média et nous sommes à moins de 2 semaines du 20 octobre, date à laquelle nous serons aussi diffusés à la télévision, en plus des plateformes que vous connaissez déjà. Ce sera notre saison 7 avec de nouveaux programmes et nous avons besoin de vous qui nous aimez pour les financer sur notre page KissKissBankBank. Vous vous apprêtez à regarder le second épisode de Sans langue de Goua, la chronique politique de Françoise Degois, une chronique hebdomadaire de décryptage qui entend aller plus loin que la seule énumération des faits d'actualité. La guerre israélo-palestinienne qui se dessine après les attaques du Hamas du week-end dernier, qui ont fait des centaines de morts, tout comme les représailles de Tsahal qui se poursuivent, constitue l'actualité de ces derniers jours, une actualité qui aura de lourdes conséquences au Proche-Orient et ailleurs dans le monde et qui a déjà des conséquences politiques et sociales en France. On en parle et on parle aussi d'un sujet plus dans la ligne habituelle de cette chronique hebdomadaire, la perspective de l'élection présidentielle de 2027 qui, pour éloigner qu'elle est, fait déjà perdre la tête à un nombre important d'acteurs du spectre politique français. Salut Françoise. Salut Théophile. Nous enregistrons lundi 9 octobre, au lendemain d'un week-end de feu et de sang en Israël et en Palestine, et alors que le pire est peut-être à venir malheureusement. En France, c'est déjà le temps des grandes divisions, plus particulièrement à gauche, et dans cette guerre de tranchées, tu es plutôt du côté de celles et ceux qui contestent les mots utilisés par la France insoumise dans son communiqué qu'on va écouter. Israël-Palestine, pour une paix juste et durable, stop à l'escalade. L'offensive armée des forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Nous déplorons les morts israéliens et palestiniens. Nos pensées vont à toutes les victimes. L'escalade actuelle risque d'entraîner un cycle de violence infernale. La France, l'Union européenne et la communauté internationale doivent agir sans délai pour empêcher cet engrenage. Dans l'immédiat, il faut obtenir un cessez-le-feu et la protection des populations. Toutes les parties doivent revenir à la table des négociations. Pour qu'une paix juste et durable voie le jour, les résolutions de l'ONU, à commencer par la fin de la colonisation, doivent être activement mises en œuvre. Un tweet de Jean-Luc Mélenchon a également alimenté la polémique. Toute la violence déchaînée contre Israël à Gaza ne prouve qu'une chose. La violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer. La France doit y travailler de toutes ses forces politiques et diplomatiques. Les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte, en paix et en sécurité. La solution existe, celle des deux États, conformément aux résolutions de l'ONU. Alors Françoise, qu'est-ce que tu reproches à ces prises de parole ? Je reproche tout à ces prises de parole, je les trouve indécentes. Mes mots sont forts, Théophile, je veux vraiment expliciter pourquoi. Je trouve que c'est une faute politique et morale. Pourquoi d'abord c'est une faute politique ? Parce que quand on a la culture politique et la connaissance internationale de Jean-Luc Mélenchon, je ne parle même pas de Mathilde Panot, parce que c'est évident qu'elle écrit en plein accord avec Jean-Luc Mélenchon, eh bien déjà on ne parle pas des forces armées palestiniennes. On parle on ne parle pas des forces armées palestiniennes, on parle du Hamas, en l'occurrence une organisation terroriste. Le Hamas, je vais aller très loin dans ce que je dis. Vous savez, le Hamas, je le connais. Moi, contrairement à beaucoup de gens qui pérorent sur la question palestinienne, j'ai vécu en Israël, j'ai vécu à Jérusalem, dans le quartier des Palestiniens chrétiens, porte de Jaffa. J'ai vécu à Tel Aviv, j'ai été plusieurs fois à Gaza. Je sais aussi dans quelle terreur vivent les habitants de Gaza à cause du Hamas. Je sais aussi dans quel désert politique vivent les Palestiniens. Quand on est Jean-Luc Mélenchon, qu'on a cette culture, on ne fait pas comme si on ne savait pas qu'il ne s'agit pas de forces palestiniennes armées, il s'agit d'une organisation terroriste. Deuxième point, pourquoi je dis faute morale ? Parce que au moment où le communiqué tombe, et tout le week-end ça va être comme ça, les images arrivent d'Israël. C'est la première fois que ce pays, la faute à qui, on y reviendra peut-être, c'est la première fois que ce pays est attaqué à l'intérieur de ses frontières.
Ce sont des images d'épouvante. On va être à probablement 1000 morts pour une population de 9 ou 10 millions d'habitants. Imaginez ce que ça représente. On a des jeunes qui sont en train de danser dans le désert, on leur tire dessus, certaines filles sont violées, on démembre les cadavres, on prend des enfants, des vieilles dames, on les amène en otage. Ces images sont horribles. On ne peut pas, dans un communiqué, faire du en même temps. Jean-Luc Mélenchon est le premier à critiquer Emmanuel Macron sur le en même temps. À un moment donné, il faut être clair. Le temps de la discussion peut venir. On n'a pas besoin de Jean-Luc Mélenchon pour savoir exactement ce qu'il faut pour la Palestine. On n'a pas besoin de Jean-Luc Mélenchon, les gens de gauche et beaucoup de gens de droite d'ailleurs, pour considérer que le gouvernement de Netanyahou est le pire gouvernement que Israël ait jamais eu depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin en 1993. Nous le savons tous, ce n'était pas le temps de ça. Ce n'est pas le temps de nous dire oui, mais dans une telle circonstance, quand on a cette puissance de leader politique, on se contente de saluer les victimes. La douleur, c'est pas rendre grâce à l'émotionnel, ça s'appelle de la simple humanité. Et c'est en ça que je dis que c'est une faute morale. Deuxième faute politique, eh bien voilà, Jean-Luc Mélenchon continue d'aller dans le chemin que lui tracent ses pires adversaires, et par là même la gauche. Moi j'en ai marre, j'ai pas envie de me faire traiter d'islamo-gauchiste, je ne suis pas antisioniste et je ne suis pas antisémite. Mais vous offrez... Mais les deux, c'est pas pareil. Mais vous offrez toutes les verges, vous coupez toutes les verges pour continuer à vous enfermer dans un chemin qui est, qui est une impasse. En ce sens-là, pour moi, le communiqué de Jean-Luc Mélenchon, il m'a vraiment pas horrifié parce que ces mots sont trop forts, mais ça m'a vraiment, ça m'a chagriné, ça m'a mis en colère. On ne peut pas commencer ce communiqué en parlant des forces armées palestiniennes. On dénonce le Hamas, on dit qu'il est un terroriste et on n'explique pas qu'il faut se remettre à la table des négociations. Je rappelle, Théophile, et tu le sais parfaitement, que le Hamas n'a jamais voulu se mettre à la table des négociations. La charte numéro 1 du Hamas, c'est la destruction de l'État d'Israël. Et j'ai presque envie de dire que c'est terrible, en plus, parce que ça ramènerait les Palestiniens au Hamas, comme ça ramènerait les Israéliens aux colons ou aux ultra-orthodoxes. C'est une société qui est bien plus complexe que cela. Et s'amuser à la simplifier, lui qui aime tellement la complexité, eh bien, je trouve ça désastreux. Alors, on peut dire qu'au moment où ces déclarations étaient faites, l'ampleur des faits, comme le massacre commis sur des participants à un festival de musique ou les prises d'otages de civils, c'était pas encore clair. Ça, on peut le dire. Et oui, Théophile, on avait déjà toutes les informations depuis 9h du matin qui arrivaient, que le sol d'Israël était attaqué, qu'il y avait des prises d'otages. On n'avait pas les détails. Mais... Parce qu'entre attaquer des militaires et attaquer des civils, il y a un monde. Mais c'est pas le problème. On avait déjà à 9h du matin, à 10h, moi, toi sur tes téléscripteurs et moi aussi, on suivait quasiment en live. Vous savez, Israël, c'est un pays moderne, c'est comme nous. Il y a des chaînes de télévision qui étaient en direct. On savait très bien ce qui était en train de se passer, que pour la première fois, vous aviez des commandos qui étaient infiltrés dans les villes. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Vous savez, c'est comme le 11 septembre pour les Américains. Les Américains ont eu des pertes terribles à l'extérieur de leurs frontières. Le Vietnam, bien sûr, bon, la Seconde Guerre mondiale, voilà. Mais leur sol intérieur n'avait jamais été frappé. Le 11 septembre, il est frappé. C'est ce qui est arrivé aux Israéliens. Et vous rajoutez à ça la charge, parce qu'on sait déjà, le Negev, ça commence à tomber très vite sur les pages Facebook. En tout cas, à titre personnel, j'ai eu une idée claire de ce qui s'est passé très progressivement. Alors, le truc aussi, c'est que, vu côté palestinien, c'est qu'en fait, les Palestiniens ne sont pas en mesure de choisir ceux qui les défendent et qui portent leur cause. Ils n'ont pas d'armée. Un peuple sans armée, une nation sans armée, une nation sans État ne peut pas mener une sorte de conflictualité classique. Mais Théophile, s'en remettre... mais Théophile, on ne va pas disserter là-dessus éternellement. Le Hamas pose des actes terroristes. Oui, est-ce qu'on aurait accepté, nous, après le Bataclan ou Charlie, que n'importe quelle formation politique fasse une déclaration en disant « Ouh là là, c'est terrible, etc. » Mais il y a un contexte qui peut expliquer ça. Nous ne l'aurions pas accepté. C'est insupportable d'imaginer qu'on va finasser, contextualiser. Le Hamas ne mène pas une guerre classique. Le Hamas mène une guerre de terrorisme. C'est du terrorisme pur. Le truc, c'est que aussi, dès que ces attaques meurtrières sont commises, les représailles sont déjà commises. C'est aussi le fait que... Non, les représailles ne sont pas commises. Tu sais, Théophile,
Théophile, j'ai pas du tout envie de faire toute chose égale par ailleurs. Non, La vie, c'est pas ça. je La vie, parle c'est du pas fait oh là là, qu'il est il y a difficile non, il n'est pas difficile de dire les mots. Il n'est pas qui, difficile. Fabien Roussel, que je ne porte pas forcément dans mon cœur, qui n'est pas ma tasse de thé, qui est un des plus fervents militants anti-Israël, anti-gouvernement Netanyahou. Et il qualifie l'État d'Israël d'apartheid. Fabien Roussel ne s'est pas posé 14 000 fois la question. Il a fait une simple phrase. Ce qui se passe est insoutenable. Voilà, c'est tout ce qu'on demandait à Jean-Luc Mélenchon. Sandrine Rousseau, les Verts, ils sont pas, comment dirais-je, soupçonnables de la moindre sympathie pour le gouvernement israélien. Sandrine Rousseau a dit c'est insoutenable. Ok, Olivier Faure bien sûr, mais parce que ça c'est la ligne du Parti socialiste. Tous ces leaders-là ont été impeccables. Tous ces leaders, s'ils n'ont pas été impeccables parce que ils ont dit ce que j'avais envie d'entendre, ils ont été impeccables dans la situation. Dans cette situation-là, on montre son humanité. Voilà. Les Israéliens sont des citoyens comme les autres. Ça se serait passé à New York, ça se serait passé à Madrid, ça se serait passé à Rome. Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas eu le même communiqué. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Voilà. Vous me direz, c'est pas la même situation Rome, Paris et New York. J'entends votre argument. Mais je veux dire par là que la première chose à faire, c'était de dire quel chagrin. Voilà. Parce que ça nous concerne tous, absolument. Ce qui se passe en Israël nous concerne, comme ce qui se passe en Palestine nous concerne. Et je le redis, le Hamas n'est pas l'ami des Palestiniens. Parce que vous avez un vieillard qui est complètement fantoche, et ça s'appelle l'autorité palestinienne, il s'appelle Mahmoud Abbas, qui n'a aucun pouvoir. D'accord ? Tout ça est dans un contexte global, c'est-à-dire c'est une configuration de nation sans État qui est cantonnée dans des territoires ingérables. Merci d'ailleurs de faire cette émission qui n'est pas simple à faire. Moi, vous savez, j'ai beaucoup été en Israël, j'y ai vécu. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les Palestiniens. Il ne faut pas imaginer, les gens qui nous écoutent, en plus, moi, je ne suis pas du tout de confection juive, vous comprenez ce que je veux dire ? Je suis une observatrice républicaine et je n'ai pas, comment dirais-je, d'intérêt particulier. Je suis Françoise de Goa et je vous parle de ce que je vis en Israël. Il y a énormément de gens qui se soucient du sort des Palestiniens. Il ne faut pas imaginer que Israël est une sorte de pays dans lequel tout le monde serait dans l'idée de réannexer la Cisjordanie. Ça n'est pas vrai. Vous avez beaucoup d'actions humanitaires pour les Palestiniens. Je veux dire par là que rien n'est d'un bloc. Réduire les Palestiniens au Hamas, c'est indigne aussi. Vous savez, quand on lit le communiqué de la France Insoumise, eh bien, vous avez l'impression que les Palestiniens, leur armée, c'est le Hamas. Donc ça veut dire qu'on réduit... Mais en réalité, en dehors du Hamas et du djihad islamique, ils n'ont pas d'armée. Mais pourquoi ? Écoutez, nous sommes dans un point... comment dirais-je ? Je reviens à ce que je vous disais, tous les territoires ne sont pas invivables. Gaza, c'est une quadruple honte. Si vous me permettez de développer. C'est d'abord une honte palestinienne dans le sens que, ok, quand les Israéliennes, quand les Palestiniens ont dit, ok, vous partez de Gaza, ok, les Israéliens sont partis, mais ils bloquent tous les accès, donc c'est invivable. D'accord ? Ça, c'est une première honte. Mais c'est une honte palestinienne. Vous savez combien la communauté internationale et l'Europe a donné cette année à l'autorité palestinienne ? Dites-moi un chiffre, 224 millions d'euros. Ça fait des années que la communauté internationale donne de l'argent. Où va cet argent ? Quand vous allez à Gaza, Théophile, je ne sais pas si vous y êtes allé, vous êtes sidéré de voir qu'il n'y a pas d'infrastructure. Vous êtes sidéré de voir qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas des choses que des enfants aimeraient avoir, des plages aménagées, ne serait-ce que ça. Où est passé cet argent ? Où est passé ? On sait très bien où il est passé cet argent. On sait très bien qu'il y a une partie de cet argent qui est passée dans la corruption. Donc c'est aussi une honte palestinienne, avec cet affaiblissement de l'autorité palestinienne pour des raisons X, Y qui seraient trop longues à développer. Donc ça, c'est une honte palestinienne. C'est une honte du monde arabe. Tout le monde se fout des Palestiniens dans le monde arabe. J'en pleurerais presque. Tout le monde s'en fout. Dans le monde, de manière générale. Personne ne lève le petit doigt pour ces Palestiniens. Vous croyez que l'Égypte lève le petit doigt ? Vous croyez que l'Arabie Saoudite lève le petit doigt ? Vous pensez, le Qatar, bien sûr, il envoie 30 millions d'euros, mais pourquoi ? Il l'envoie au Hamas, il ne l'envoie pas aux populations. Le monde arabe a complètement abandonné les Palestiniens. Les quatrième honte, eh bien, c'est la honte de la communauté internationale. On laisse Gaza. Théophile, Gaza, 6 000 habitants au kilomètre carré. Mais on ne peut en aucun cas justifier ce qui s'est passé ce week-end
à cause de la dureté, la brutalité absolue de ce gouvernement d'extrême droite, on ne peut pas justifier. Il faut juste admettre que ce qui s'est passé ce week-end est inacceptable. Point. Sans si, sans car, sans mais, sans bémol, c'est inacceptable. Voilà. Ce qui a été fait aux Israéliens est inacceptable. Ça ne veut pas dire que ce qui a été fait aux Palestiniens n'est pas inacceptable, mais ce n'est pas le temps de ça. C'est comme si vous me disiez, alors Poutine a envahi l'Ukraine, oui, mais il y a des raisons. Non, il n'y a pas de raison. À un moment donné, on ne met pas de bémol. Voilà. L'agresseur, c'est Poutine, point. Voilà. Là, l'agresseur, c'est le Hamas, c'est terroriste, c'est de la sauvagerie à l'état pur. Vous avez des cadavres qui sont démembrés. Eh bien, point. Il n'y a aucune discussion à avoir là-dessus. Revenons un peu en France avant de retourner dans ce chaudron. Dans ce contexte, Elisabeth Borne et Manuel Valls, entre autres, ont tiré à boulet rouge sur Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, les qualifiant à mots quasi explicites d'antisémites. Et on regarde un petit magnéto. Je pense que, clairement, les positions de la France insoumise sont bien connues, avec beaucoup d'ambiguïté, avec de l'antisionisme, dont, en effet, c'est parfois une façon aussi de masquer une forme d'antisémitisme. Il faut un cordon sanitaire. Ils ne sont pas, de mon point de vue, dans un discours républicain. Et leurs décisions, leur prise de position, encore ces dernières heures, elles sont terribles, elles font mal. Et Françoise, tu n'es pas d'accord non plus avec ces deux derniers? Moi, je suis déjà, je pense que la faute de la France insoumise est grave, mais la faute de Manuel Valls et d'Elisabeth Borne l'est encore plus. Je veux dire, on ne va pas s'en sortir. Si on se jette des accusations d'antisémitisme au visage matin, midi et soir, ou l'antisionisme, moi j'ai une théorie, je pense qu'une partie de l'antisionisme masque de l'antisémitisme, j'ai dit une partie, et on a le droit de ne pas être sioniste, mais on n'a pas le droit d'être antisémite. Moi, je ne suis pas l'arbitre des élégances, je trouve simplement que Elisabeth Borne, dans ce chaos émotionnel, dans ce chagrin général, je ne sais pas si vous voyez les images, mais aurait autre chose à faire que de taper sur la France insoumise, tout comme Manuel Valls. Bon, ça c'est son fonds de commerce, on a l'habitude, mais la véritable question, elle reste quand même posée, Théophile. Est-ce que la NUPES, moi je n'ai pas la réponse, mais est-ce que la NUPES peut continuer après ce week-end? Les Insoumis sont allés très loin. Alors je vois bien ce matin, aujourd'hui, Manuel Bompard tente de... On voit bien les députés qui essaient de dire oui, mais c'est vrai, c'est douloureux, etc. Mais, à chaque fois, il y a le mais. On voit bien que je suis absolument persuadé que Jean-Luc Mélenchon pense vraiment qu'il a fait une erreur. Il n'a pas mesuré, comment dirais-je, une faute politique. Bon, est-ce que, avec les positions si fermes qui ont été prises par le PS, par le PC, par les Verts, est-ce que l'union de la gauche est encore faisable? Non, parce que c'est une question... Moi, ce n'est pas une question accessoire, la question israélo-palestinienne. Ça n'est pas accessoire. Beaucoup de choses peuvent commencer dans le bien comme dans le terrible dans cette région. Dans le terrible, on n'est pas sûr qu'on a fini mais de vous donner. savez, quand vous vivez dans la société israélienne, avec les Arabes israéliens, parce que les gens oublient qu'il n'y a pas que les Palestiniens de Gaza, il y a 30% de Palestiniens qui sont citoyens israéliens. Vous avez des députés arabes israéliens, il y en a 5 ou 6 à la Knesset. Vous avez une vraie vie arabe israélienne économique. Je vous invite à aller sur le port de Jaffa, qui est pourtant à Tel Aviv. Vous avez tous les restaurants appartiennent aux Arabes israéliens. Les Israéliens de confession juives viennent faire leur mariage là, donc j'en ai un peu marre de tous ces gens qui parlent de ce conflit à travers des barbares du Hamas sans comprendre quelle est la complexité de cette société et à quel point cette société, quand elle s'unit, elle arrive à être vivante. Comment elle arrive... vous allez dire que c'est absolument dérisoire, mais quand vous voyez les accords qu'ont réussi à passer les Israéliens et les Jordaniens, par exemple, sur l'environnement, pour sauver la mer Morte, parce qu'on ne s'en rend même pas compte, tout le monde s'en fout, on ne parle que de Gaza, des tunnels de Gaza, mais il y a un vrai enjeu de l'eau dans cette région. Quand vous voyez, pour sauver le Jourdain et la mer Morte, pour essayer de partager, vous dites quand ces deux peuples s'unissent, ils sont très intelligents ensemble. Comprenez ce que je veux dire? Bon, c'est difficile de parler d'union en ce moment. Est-ce moi, que tout de même, ce qu'on peut considérer comme un deux poids, deux mesures dans la perception en Occident et de manière générale, pas juste dans ce moment, de la valeur de la vie
des uns et des autres. Et ce n'est pas seulement la valeur de la vie des Palestiniens, mais la valeur de la vie des Africains, des Arabes et des autres. Est-ce que ce n'est pas justifié? Est-ce que, quelque part, le monde n'a pas normalisé les souffrances palestiniennes? Et qu'est-ce que ça signifie, en fait? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il faut être inhumain pour ne pas se rendre compte de la détresse et de la violence qui s'est abattue sur ces Israéliens, notamment ces jeunes qui participaient à ce festival. Mais est-ce qu'on ne s'est pas habitué à ce que une partie de l'humanité meurt, elle meurt en Palestine, elle meurt dans la Méditerranée, elle meurt en Israël, elle meurt dans les attentats. La vérité, c'est que les Israéliens se sont parfaitement... Les attentats, ce sont des moments. Mais en fait, il y a la banalisation de la mort tous les jours quotidienne. Est-ce que quelque part... Il n'y a pas des Palestiniens tués tous les jours, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que... Oui, bien sûr. Mais il y a un contexte qui crée une sorte de fossé entre les expériences anthropologiques des gens. Votre question est Quand très on parle d'identification, projection, on s'identifie à qui nous ressemble. Et donc, on peut comprendre aussi que ça enflamme les cœurs et les esprits, cette impression que la valeur de la vie des Palestiniens n'est pas très forte dans la balance internationale. Mais alors, c'est peut-être vrai, mais c'est totalement faux. Je reviens aux aides internationales. Les aides internationales pour les... Mais les aides internationales humanitaires, c'est la défaite de la politique. Non, mais ça, c'est pas de l'humanitaire, c'est les effets de la politique, mais cherchez-la dans les rangs des Palestiniens. Pourquoi est-ce que les Palestiniens n'ont pas réussi à faire émerger un leader? Pourquoi? Mais comment faire émerger un leader dans l'oppression? Mais vous plaisantez ou quoi? Et en 93, comment est-ce qu'ils ont fait Arafat et Rabin pour signer les accords de paix? Arafat et c'était Rabin. Mais quoi? L'histoire ne repasse pas les plats. Mais non, mais si, bien sûr qu'elle repasse les plats. Pourquoi est-ce que tous les leaders qui apparaissaient ont été tués dans l'œuf en Palestine? Expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi la classe politique israélienne s'est dégradée à ce point. Expliquez-moi. Il y a aussi une dégradation des classes politiques. Nous sommes aujourd'hui à un jeu bloqué, Théophile. Moi, j'aime ce pays. Regardez, la situation, elle est très simple. Vous avez, depuis 75 ans, cette question qu'on n'arrive pas à régler. Il y avait un début de commencement. Les accords d'Oslo, les camarades du Hamas, là. Les camarades du Hamas, je dis ça évidemment avec l'ironie et la méchanceté qui peut me caractériser par rapport à ce mouvement indigne et de barbare, parce que Daesh aurait pas fait pire que ce qu'ils ont fait dans le Negev. Eh bien, le Hamas qui a rejeté bien sûr les accords d'Oslo, on arrive quand même, on sent qu'il y a quelque chose. Moi, à l'époque, je vis en Israël, je travaille comme journaliste, comme jeune pigiste en Israël. On sent qu'il y a quelque chose qui se lève, on sent qu'il y a quelque chose qui est possible. Ça a été possible une fois, ça peut l'être. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une autorité palestinienne corrompue et sans pouvoir, qui gère ses intérêts personnels. Je ne vous ferai pas l'affront, mais je vous renvoie à de très bons papiers sur combien de leaders palestiniens ont acheté un certain nombre de terrains en bord de mer pour quand il y aurait la paix, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez laissé la place libre au Hamas, donc, et au Hezbollah, donc aux chiites et à l'Iran. Autant vous dire à l'Iran, parce que voilà, tout le monde a bien compris que c'est l'Iran qui est derrière cette opération. On est à jeu bloqué. Bien sûr que quand LFI dit il faut se rasseoir à la table des négociations, mais qui va se rasseoir à la table des négociations? Le Hamas n'a jamais voulu négocier. Quelle est l'entité politique palestinienne qui peut s'asseoir à la table des négociations? Et de l'autre côté, vous avez un gouvernement Netanyahou d'une brutalité absolue. Le gouvernement Netanyahou ne sont pas les alliés objectifs dans le fond, parce qu'en fait, il faut l'un pour l'autre. Écoutez, moi, je rentre pas là-dedans. Non, mais c'est important. Je ne sais pas si c'est des alliés objectifs. Je pense surtout que c'est une dégradation générale, des conditions politiques. Je pense que c'est un épuisement psychique. Moi, j'ai appelé 2-3 amis que j'ai à Gaza, qui sont des gens de la classe moyenne, etc. Ils sont épuisés psychiquement, mais j'ai surtout appelé tous mes amis israéliens. Ils sont épuisés psychiquement. Donc, vous avez des peuples épuisés psychiquement et des leaders qui ne sont pas à la hauteur. Mais je le redis, inlassablement, ce qui s'est passé ce week-end, il faut en terminer avec le Hamas et le Hezbollah au nord Liban, au sud Liban, et avec le Hamas à Gaza. C'est quelque chose qu'il faut terminer militairement. Je ne sais pas si c'est possible de le terminer politiquement. Vous savez, un jour, je vous raconte une anecdote qui m'a vraiment frappé. J'avais rendez-vous avec Mahmoud Abbas. Nous étions 3 journalistes et nous devions discuter avec lui. Et nous le rencontrons, une conversation tout à fait anodine, c'était il y a quelques années. Et j'avais rendez-vous à Gaza, il était à Gaza. Et en fait, nous partons et c'est lui-même qui nous dit « Je ne vous raccompagne pas aux voitures ». J'ai dit « Bon, pourquoi ?» Il dit « Parce que moi, même faire 50 mètres, c'est dangereux pour moi. C'est dangereux pour ma vie. »
Donc ça veut dire que vous voyez le niveau, si vous voulez, de la puissance politique de l'autorité palestinienne. Donc, il faut en terminer avec le Hamas, il faut des solutions radicales, je ne sais pas lesquelles. Mais est-ce que c'est seulement possible? L'histoire de l'humanité, l'histoire de ces dernières décennies nous montre justement que l'écrasement n'est pas possible. Aucune force n'a jamais été écrasée, même les Al-Qaïda, Daesh. Alors, Al-Qaïda et Daesh, c'est pas pareil parce que ce sont des forces un peu supranationales et nihilistes. Mais vous connaissez la charte du Hamas? Bon, quand votre adversaire est au cœur de la population, on ne peut pas vous en débarrasser. Non, mais c'est pas ça le sujet. Moi, je suis pas. Mais justement, moi, je pense que l'offensive terrestre israélienne, ils sont en train de réfléchir et ils vont faire exactement comme à Mossoul. Il me semble que c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire on mène en commando l'offensive terrestre à travers les maisons. C'est-à-dire qu'on ne passe plus jamais dans les rues. Vous avez vu comment on fait à Mossoul, c'est-à-dire qu'on rentre dans les maisons et on casse les cloisons et on progresse dans la ville à travers les maisons. Mais moi, je dis rien du tout. Je ne suis pas expert militaire. Je vous dis juste une chose, Théophile, on peut disserter ad vitam aeternam. Je vous dis juste une chose, il y a une agression intolérable, il y a un État qui va réagir. Le résultat du chaos général, c'est que cette offensive sanguinaire et barbare du Hamas va faire quoi? Va faire que la population israélienne, qui manifeste depuis des mois contre Netanyahou, vous avez vu, contre le changement de constitution que veut Netanyahou, cette population israélienne qui manifeste contre ce gouvernement, elle va être obligée de faire corps avec ce gouvernement, qui est le pire gouvernement qu'on ait jamais connu. Voilà le résultat. On négocie. On peut le dire en forme inversée, on peut aussi dire que cette population palestinienne qui est épuisée par le Hamas sera obligée de faire corps avec le Hamas. Il y a une offensive terrestre. Non, le Hamas n'est pas une organisation politique, Théophile. Le Hamas n'est pas... Mais non, mais c'est pas une organisation politique. Vous pouvez pas mettre sur le même pied un État démocratique comme Israël avec une Cour suprême qui condamne régulièrement l'armée israélienne à payer des dommages parce que des maisons sont détruites. Vous pouvez vous tournez dans tous les sens. Vous ne pouvez pas mettre sur le même pied le Hamas et la démocratie israélienne. Après, vous pouvez décider qu'Israël est une apartheid. On peut mettre le Hamas sur le même pied d'égalité, entre guillemets, que d'autres mouvements qui peuvent être contestables. Mais lesquels? Quel est le mouvement aujourd'hui à la surface du globe, à part Daesh? Quel est le mouvement aujourd'hui qui rentre dans un État souverain avec des ULM, des drones et qui massacre 1000 personnes en les tirant comme des lapins? Quand est-ce que vous avez vu jouer ça? Quand et par qui? Dites-moi, expliquez-moi. J'attends votre réponse, Théophile. Aujourd'hui, la situation est paroxystique. Elle est paroxystique, mais en réalité, peut-être que notre discussion, quand on va diffuser, sera déjà dépassée. Non. Et on est déjà dans une autre dimension, dans la dimension de la contre-offensive. Mais non, mais la contre-offensive, elle peut pas être au niveau de la sauvagerie elle n'est pas au niveau de la sauvagerie de ce qui s'est passé. La contre-offensive, nous n'en savons rien. Moi, encore une fois, je ne suis pas. Mais l'enjeu, c'est jusqu'où aller avec cette autre. Mais les Israéliens, ils savent. Par exemple, Ursula von der Leyen, elle a donc évoqué un terme qui a été repris par Catherine Colonna notamment, le droit d'Israël de se défendre. Regarde un petit magnéto. Cette violence, ce n'est ni une solution politique, ni un acte de bravoure, c'est purement du terrorisme et l'Israël a le droit de se défendre. Ursula von der Leyen, Catherine Colonna parlent du droit de se défendre. Le droit de se défendre, c'est un droit universel. Mais jusqu'où peut-on aller, justement, dans la contre-offensive, dans un contexte où l'ennemi est au cœur de la population? Je ne pense pas qu'il utilise la population comme bouclier. Nous le savons tous très bien. C'est un fait, mais moi, je ne pense pas du tout que les Israéliens ne raisonnent pas en disant on va tuer massivement des Palestiniens coûte que coûte pour se débarrasser du Hamas. Israël ne raisonne pas comme le Hamas. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous essayez de mettre sur le même plan, mais c'est incroyable. Pardon, c'est incroyable. C'est une discussion passionnée, Théophile. Mais tu essaies de mettre sur le même plan une organisation terroriste et un État organisé. Tsahal n'arrive pas à Gaza en disant on va faire un maximum de cartons de Palestiniens. Ils sont ennemis. Mais c'est pas le sujet. Ils sont ennemis, c'est-à-dire c'est ceux qui s'affrontent. Mais Théophile, soyons sérieux. Si Israël voulait en terminer avec Gaza, ça serait fait depuis longtemps. Ils ont l'arsenal pour le faire. Donc, ce que tu penses, c'est qu'il n'y a aucun risque de Israël est une démocratie, d'accord? Nous avons un État démocratique attaqué. Je veux bien que certains considèrent que c'est un apartheid épouvantable et des dictateurs, mais ça n'est pas vrai. Il y a des lois, il y a un droit constitutionnel. Nous avons un État
démocratique constitué qui est attaqué par une horde sauvage de barbares. Donc, il ne croit pas que l'État démocratique résonne comme la horde de barbares sauvages. C'est pas parce que le Hamas est allé égorger, violer, démembrer 1000 personnes en prenant des otages que les Israéliens vont faire la même chose à Gaza. Ça n'est pas vrai. Mais regarde, je te donne l'exemple du 11 septembre 2001 avec les États-Unis. Les États-Unis étaient une démocratie, etc. Mais la riposte au 11 septembre, aux attentats du 11 septembre, ça a été une marée de sang. Ça a été une marée de sang. C'est contre un État organisé. Mais oui, mais je veux dire, non, mais c'est contre un État organisé. Vu par exemple, mais enfin, il y avait une armée face aux États-Unis. À hauteur d'un Irakien, c'est pas une démocratie. Mais c'est pas le problème, c'est qu'il y avait une armée. C'était une bataille entre États. Non. L'invasion de l'Afghanistan, c'était pas une bataille. Non, mais ça c'est autre. Mais de quoi La guerre en Irak. Ce que je veux dire, c'est que l'État. Les modalités de la violence de l'État ne sont pas celles d'un groupe armé terroriste ou de libération, mais au final... Non, ce n'est pas un groupe de libération. Théophile, peut-être que beaucoup de gens qui nous écoutent le pensent, moi je ne le pense pas. Par exemple, en Irak, l'armée américaine, ce qu'elle a fait, c'était des crimes contre l'humanité. Mais bien sûr, c'est un État démocratique. Bien sûr, et qui ne raisonne pas, comme le Hamas. Mais dans la finalité de... parce que, et tu sais pourquoi il ne raisonne pas comme le Hamas? Dans la finalité, il tue beaucoup. Il peut tuer. L'État a une puissance de feu. L'État, d'un point de vue théorique, a une puissance de feu quand même élevée. Il ne faut pas connaître Israël pour connaître le fondement d'Israël. Israël qui a été fondé quasiment par des communistes socialistes, d'accord? Chaque vie est unique, d'accord? Les Israéliens, ils sont tenus par le fait qu'il y a des otages. D'accord? La priorité des Israéliens ne va pas être de chasser les chefs du Hamas, qui, à mon avis, sont déjà dû se récupérer. Si j'ai vu qu'ils avaient attrapé le chef de la marine, par lequel c'est lui qui se chargeait du transit des armes, qui arrivait dans le port de Gaza. Mais la priorité des Israéliens, ils n'ont cessé de le redire aujourd'hui, c'est de récupérer les otages. Donc, imaginez une offensive terrestre, comme ce dont tu me parles, avec les Américains, les tanks, les chars, on arrive et on rentre. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que quand bien même ça serait comme ça que ça va se passer, Gaza, c'est 1 million d'habitants, c'est une bande de terre, le combat est trop inégal. Et je le redis, Israël ne raisonne pas avec la pensée sauvage du Hamas. Ça n'est pas vrai. Mais la priorité des Israéliens, de mon point de vue, je pense, va être de récupérer les otages. Et donc, quand tu veux récupérer des otages, tu procèdes plutôt par commando que par... on est dans une tragédie grecque, oui, tu comprends? On est dans une tragédie moderne. Mais c'est que le début, là. C'est que le début, ça peut aller très loin. Je crois pas. En fait, moi, malheureusement... ça peut aller très loin dans je pense que ça va monter. Je pense qu'il va y avoir encore des morts. Il va y avoir des morts israéliens parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont opérés et qui vont mourir. De toute façon, on va monter. Le chiffre va être... Enfin, je veux dire, il va être inimaginable pour un petit pays comme Israël. C'est 9 millions d'habitants. Bon, imaginez 270 personnes tuées, puis tous les gens. Bon, je ne veux même pas savoir, ça me brise le cœur. Et il va y avoir des civils qui vont payer très cher dans la bande de Gaza. Voilà, l'offensive du Hamas. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pas combien vaut un Palestinien pour un Israélien. La question qu'il faut se poser, c'est combien vaut une vie palestinienne pour quelqu'un du Hamas. Ça, c'est un vrai sujet. Mais ce sujet, on l'aborde jamais parce que on est romantique. Mais ça, c'est un vrai sujet. Regardons combien ça vaut la vie d'un Palestinien pour un membre du Hamas. Combien ça vaut quand je le mets en... Mais pour l'humanité, moi, je trouve quand même que nous avons... D'abord, la France a toujours eu une politique arabe, le Quai d'Orsay. Je rappelle, j'ai le souvenir d'une conférence de presse à Bethléem de Yasser Arafat, où nous étions là, et nous l'avons demandé, il allait à Paris. Et on lui a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire à Paris? Et il nous a répondu, when you have a problem, you call Dr. Chirac. Voilà. Voilà, mais c'est pas que c'est déjà dit, c'est qu'il y a toujours eu une politique arabe du Quai d'Orsay. Les Palestiniens ont toujours été particulièrement bien traités par la France. Moi, je pense les damnés de la terre, pour moi, c'est pas les Palestiniens. Voilà. Moi, je pense que les damnés de la terre, aujourd'hui, les damnés de la terre sont quand même soutenus. Je pense que les Palestiniens n'arrivent pas eux-mêmes à faire émerger, je le redis, une classe politique, parce que la solution, elle est politique. On n'obtient jamais rien via le terrorisme. On obtient tout via la politique. D'ailleurs, c'est quand Arafat renonce au terrorisme et c'est quand Rabin renonce du guerrier qu'il est, il devient un homme de paix, qu'on arrive à parler. Donc, tout l'enjeu, c'est de faire jaillir une classe politique qui peut se parler. Donc ça, je ne sais pas quand est-ce que c'est.
C'est vraiment un problème. Tant que nous n'avons pas réglé cette question-là, c'est la question politique, parce que tout est politique. Mais quand même, je trouve que les Palestiniens, s'ils sont abandonnés par leurs frères. Ils sont abandonnés par le monde arabe, je le redis, avec la puissance humaine. Et par le monde entier, il faut le dire. Mais je ne suis pas d'accord, par le monde entier, c'est pas vrai. Il est évident que la situation qu'ils vivent aujourd'hui est liée aussi à l'incapacité des Nations Unies, y compris de trouver une solution, de trouver des solutions. De faire respecter tout simplement ces mais résolutions. Non, mais de trouver une solution politique. Qu'est-ce que ça veut dire, faire respecter les résolutions? On ne peut pas accuser le monde entier de ne pas pouvoir régler les problèmes intra-palestiniens et de ne pas pouvoir régler l'instabilité politique en Israël, vous comprenez, ça c'est trop facile, alors ça serait la faute du monde entier. Moi je pense pas du tout. Les damnés de la terre, la situation particulière, effectivement, elle crée une dégradation générale parce c'est une situation qui est intenable en réalité. On a cru de manière politico-militaire une situation invivable, mais c'est pas possible. Mais ça aurait pu, en fait, ça aurait pu. Après, ça s'est durci. Ça marche pas. En tout cas, moi, je pense, je fais partie des gens qui pensent que il faut faire jaillir une classe politique israélienne nouvelle, voilà, qui sorte des griffes du Likoud vieillissant de l'extrême droite israélienne, tout simplement, parce que c'est ça la réalité. Le gouvernement israélien, voilà, vous avez l'impression qu'il veut petit à petit réannexer la Cisjordanie et faire jaillir une classe palestinienne politique qui pense, qui a cette puissance-là, qui a l'oreille de la rue, le cœur de la rue, sans avoir la terreur de la rue avec les gens du Hamas à Gaza. Et à ce compte-là, probablement qu'on pourra avancer. Mais tant que ça... Mais pour moi, le mythe du Palestinien damné de la terre, je redis, il y a Gaza, il y a les camps, il y a Jenin, mais il y a aussi des Arabes israéliens qui vivent très bien. En Israël. Mais c'est leur choix, ils ont fait ce choix-là. Oui, bien sûr, mais c'est pas la même entité politique. C'est pas la même entité politique. Ça n'est pas du tout... Non seulement c'est pas la même entité politique, mais on va quand même pas faire le reproche à Israël, à la France, aux États-Unis, du fait que les Palestiniens n'arrivent pas à faire émerger une identité politique. C'est extrêmement difficile pour un peuple oppressé. Moi, je suis originaire d'Afrique. Moi, je dirais que les vrais damnés de la terre, c'est les Africains. Oui, mais justement, les Africains ne peuvent pas construire, faire émerger des classes politiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont dominés. Ils sont dominés de l'intérieur et de l'extérieur. Je veux dire, pour pouvoir construire une classe politique, une histoire politique, il ne faut pas être à la recherche quotidienne de sa pitance. Il ne faut pas être écrasé au quotidien. Je veux dire, nous, les Européens, on a eu la chance de pouvoir construire nos batailles sur les batailles des générations précédentes, mais je ne pense pas qu'un peuple dominé de l'extérieur, et en plus dominé de l'intérieur, on peut lui faire le reproche de ne pas être capable d'écrire son destin. C'est impossible. Mais je ne suis pas d'accord, pas du tout. On a des générations qui sont apparues, il y a des gens qui sont apparus, des gens comme Mohamed Darlan, à l'époque, était ministre de l'Intérieur, qui pouvaient éventuellement héberger. Tu as des intellectuels, tu as une intelligentsia. Mais dans le chaos, tu as des gens de très grande valeur en Israël qui émergent. Tu as des gens comme Elie Barnavi qui sont des gens extrêmement éclairés. Il y a beaucoup de gens. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas le pouvoir, qu'il y a énormément mais il y a énormément d'intellectuels. Mais justement, je m'insurge contre ça, Théophile. J'espère que vous garderez ça au montage. Arrêtez de penser que la société israélienne est une société de fachos qui détestent les Palestiniens. Il y a une majorité d'Israéliens qui se soucient de ce qui se passe. Vous avez des ONG à ne plus savoir qu'en faire. Vous avez des levées de fonds. Vous avez des gens qui passent leur temps, et moi j'en ai fait partie, je les connais tous ces groupes. Et c'est des groupes ou de la bourgeoisie ou pas. Ils n'ont pas le pouvoir. Mais bien sûr, mais quel est le sujet? Le sujet, c'est pas ils n'ont pas le pouvoir, mais écoutez, on parle d'une attaque terroriste, on parle de méthode terroriste, ça ne peut pas mener à autre chose. On parle d'une attaque terroriste aujourd'hui, mais les jours vont passer. Israël ne peut pas être tenu pour responsable. J'ai déjà dit ce que je pensais de Gaza en disant que c'est 4 hontes internationales, etc. Mais Israël ne peut pas être tenu responsable de l'incapacité des Palestiniens à s'organiser. Il y a des centaines de millions d'euros, Théophile, qui ont été déversés aux Palestiniens. Les damnés de la terre, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est les Syriens, les damnés de la terre. Pour moi, c'est les Afghans. Pour moi, c'est les Africains. Pour moi, c'est les Yéménites. Voilà les damnés de la terre. Tout le monde. Alors eux, vraiment, les Syriens, au moins, tout le monde ils ont des frontières.
Tout le monde s'en fout. Ça fait 3 ans ou 4 ans qu'il y a une guerre au Yémen. Les populations meurent. En plus, elles se sont pris le Covid. Vous avez une ligne dans les journaux ? Tu sais, Théo, je te fais une édition spéciale là-dessus. Voilà, ça me met aussi les larmes aux yeux. C'est tout. Bon, et la de toute façon- réalité, si vous voulez, c'est que cette sauvagerie va faire quoi ? Va renforcer le pire gouvernement qu'Israël a jamais eu. Et quand bien même Israël aurait un gouvernement épouvantable, c'est une démocratie. Rien ne justifie ce qui s'est passé ce week-end. Rien. Oui, mais rien. je vais te Rien, dire encore rien. une autre Pas la chose qui va peine. peut-être pas te plaire, Vas-y, mais dis-moi, étant donné bien que je sûr. suis d'origine africaine, les pouvoirs coloniaux en Afrique ont été des démocraties. Je veux dire, aucune puissance n'est démocratique Mais en pourquoi ? dehors de ses frontières. Mais oui, Personne, mais la coloniaux, mais démocratie, c'est une histoire très particulière Oui, mais aussi. bien sûr, mais c'est des L'histoire démocraties. israélienne est une histoire. C'était des démocraties, mais je veux dire, le blanc-seing démocratique ne passe pas dès lors Non, qu'on mais sort dans- de ses frontières. je En sais. réalité, les pouvoirs violents, Mais c'est les pas plus vrai, violents mais sont les c'est démocraties mais dans c'est le pas, monde. mais c'est pas. Les États-Unis, non, c'est... mais, d'accord. Alors écoute, maintenant, mais moi je te réponds ce que Churchill disait. Hein, la démocratie, c'est le pire système, sauf qu'on n'a pas oui. inventé de meilleur. Alors Oui, bien là, sûr, vive à la l'intérieur de nos démocratie. frontières, bien entendu, Mais- pas à l'extérieur. Écoute, alors bon, d'accord. On sera d'accord sur notre désaccord. Mais on sera d'accord, voilà. On sera d'accord sur le fait qu'on aime quand même les démocraties plus que les monarchies ou les régimes corrompus. Il y a des démocraties corrompues aussi. C'est vrai. Alors, Mais c'est des revenons- corps. Il faut, comme disait Montaigne, la corruption, c'est pas simplement l'argent. Le plus important, c'est la corruption du cœur. Voilà. Absolument, ça c'est vrai. Revenons à notre actualité franco-française. Ta thèse est qu'à 4 ans de la future échéance présidentielle, elle rend nos politiques déjà complètement fous. D'ailleurs, nos politiques ont surfé également sur ce qui se passe au Proche-Orient dans des objectifs de purement de politique intérieure. Électoraux. Et le fait même qu'on en parle, bon, ça donne de l'écho à ce qui est de la politique aérienne. Mais pourquoi nos politiques perdent la tête pour une échéance qui est aussi lointaine ? Ce sont nos institutions qui font ça ? Oui, c'est ça, exactement. Tu as tout résumé, Théophile. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le poison absolument de la 5e. En fait, dans ce pays, en France, tout commence et tout finit avec la présidentielle. Si tu n'existes pas à la présidentielle, tu n'existes pas. Voilà pourquoi on voit d'un seul coup David Lisnard, le maire de Cannes. Bon, d'accord, c'est intéressant ce qu'il dit, mais bon, prendre un quartier général à Paris pour sa future présidentielle. Voilà pourquoi on voit Fabien Roussel qui laisse planer le doute. Voilà pourquoi Mélenchon passe sa vie à dire non, je ne serai pas candidat, mais on sent très bien qu'il prépare tout pour l'être à nouveau. Voilà pourquoi Marine Le Pen, comme toujours, se trompe d'élection et va faire des européennes la énième rampe de lancement pour la présidentielle. Parce que tout commence et tout finit à l'Élysée dans ce pays. Et c'est ça le drame. C'est ça véritablement le poison. Tout est conditionné par es-tu présidentiable ou n'es-tu pas présidentiable. Et donc, ta surface médiatique, ta surface politique, les relations que tu peux avoir les autres, le rapport de force que tu mets, n'est conditionné avant tout que par ça, c'est l'alpha et l'oméga. C'est ça qui nous épuise et c'est ça qui nous tue. Parce que, au fond, on est obligé d'être, comment dirais-je, parfois d'être binaire, on est obligé de sortir de la complexité, de ne pas réfléchir, parce que non seulement c'est la présidentielle qui te définit, mais en plus de ça, c'est la vitesse qui se définit. C'est la capacité ou pas à aller vite, à réagir vite, etc. Donc, changer de système. Aujourd'hui, quand tu es le président de la République française, tu es probablement l'homme ou la femme, un jour j'espère, le plus puissant du monde occidental. D'armes nucléaires, tu peux déclencher la guerre sans tu peux avis. aller en guerre sans demander l'avis du Parlement. Tu peux dissoudre, tu appuies sur un bouton, tu dissous le Parlement. Je pense que déjà, cette fonction rend fou celui qui l'occupe, malgré lui même. Alors parfois, tu as des terrains qui sont plus favorables à la folie générale, mais je n'en dirai pas plus. Mais je vois bien comment même un président normal comme François Hollande se laisse prendre aussi, parce qu'il y a une surpuissance. Voilà, donc il faut changer cette surpuissance, il faut rééquilibrer. Sinon, on va mourir à l'étouffoir, quoi. On va vraiment mourir à l'étouffoir. Et on a besoin, alors on nous explique, oui, mais les Français, ils sont paradoxaux parce qu'ils aiment aussi le monarque républicain. Non, je pense que les Français, ils en ont ras-le-bol du monarque républicain. Je pense qu'ils s'en foutent comme de l'an 40. Voilà, et je pense qu'ils ont envie de sobriété. Moi, Angela Merkel qui va faire ses courses dans un supermarché, excuse-moi, mais ça me va très bien. Je veux dire, les ors de la République. Tout, je pense qu'il faut changer et le fond et la forme. As-tu un coup de cœur à nous partager aujourd'hui ? Ça va changer, excusez-moi, on est très loin, je m'en excuse auprès des gens qui nous écoutent. Ouais, mais malheureusement, on continue mais de vivre. on saute quand même du coq à l'âne. Je voulais simplement me retrouver entre deux papiers que j'écrivais à regarder hier un truc improbable que j'aurais jamais regardé, Fidji, Portugal.
mais grandiose, mais avec l'équipe du Portugal qui bat les Fidji. On sent bien que ce sport n'a pas encore été pollué par l'argent qui rend fou tout le monde. Regardez ce gamin d'Mbappé comme il était magnifique quand il était à Monaco. Regardez l'homme, le footballeur extraordinaire qu'il est, mais l'homme un peu moins génial qu'il est devenu. On sent que le rugby, une espèce de bulle comme ça, qui est encore épargnée par ça. Et je voulais saluer... Bon, moi je suis du Sud-Ouest, hein, donc je suis né à Tarbes, donc j'ai grandi avec des stades de rugby. J'adore le rugby, mais je me rends compte à quel point... Finalement, ces moments-là, dans cette grisaille et cette angoisse, ça rend les gens tout simplement heureux. Et quand j'entends la Peña Bayona chanter dans tout le Stade de France, alors qu'à la base, c'est la chanson de l'Aviron Bayonnais, tu parles, qui a été un grand club de rugby, mais quand cette Peña Bayona est reprise en chœur par tout un stade, ça met les poils au garde à vous parce que je sens que les gens sont heureux. Et moi, j'aime bien sentir que les gens sont heureux. Tu es heureuse qu'ils soient heureux. Absolument. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode, ce second épisode de Sans langue de Bois, la chronique politique de Françoise de Gois. Le média va passer à la télé et en campagne. Donc, nous vous donnons rendez-vous sur notre page Kiss Kiss Bank Bank, qui est là. Au revoir.